J'ai vécu un événement choquant et traumatisant. J'ai été enceinte de juin 2022 à mars 2023. Tout se passait bien jusqu'à ce que je me rende dans un centre de santé de Yopougon. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'était un vendredi soir. Il était environ 22h, 23h, aux alentours de 22h, 23h. Et puis, il y a le gynéco qui est arrivé, il m'a dit, tu es là pourquoi? Je lui ai dit que je suis là parce que j'ai des contractions. Il a pris le carnet, il a regardé, il m'a dit, couche-toi qu'on va t'examiner. Il me dit, mais tu as deux doigts et puis tu cries comme ça. Le col n'est même pas encore bien ouvert, tu commences à crier comme ça que tu as mal. Il a commencé à crier et tout. Il a fait une ordonnance qu'il a fait, il a remis à celui qui m'accompagnait. Il allait acheter les médicaments, il est venu. J'ai mis ça, ça a calmé la douleur. Quelque temps après, il est revenu, il a demandé à m'examiner et tout. Puis il m'a dit que comme ça faisait longtemps que le travail avait commencé, que le col restait fermé. Donc ils allaient essayer de percer la poche pour voir si le travail, pour que le travail puisse commencer et que je puisse accoucher. J'ai dit, j'ai compris. Ils ont un truc que généralement j'utilise en maternité, parfois pour percer la poche de sang, la poche des os qu'ils ne retrouvaient pas. Donc il m'a dit, puisqu'il ne retrouve pas et que ça a trop duré, il va utiliser celui qui est en métal, mais ça fait plus mal de tenir le coup. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, d'accord, je peux tenir. Il a fait, il a percé. Il a percé, il a crié, je crois, liquide foireux, urgence, bloc. Donc il a demandé à une sage-femme de venir raser. Elle a dit qu'elle est en train de manger. Quelque temps après, elle est venue. Elle est en train de se plaindre qu'il n'y a pas de lame pour raser. Il lui a dit d'utiliser lame de bistouri, je crois. Elle a rasé. Quand elle a rasé, je suis restée là un bon moment. Ils ont commencé à faire quelque chose. Elle me parlait, je répondais et tout. Jusqu'à un moment, je les ai entendus crier accoucher. Et puis le bébé a commencé à pleurer et tout. Ils sont venus me montrer le bébé. Puis ils sont partis. Jusqu'au lendemain, on ne m'a pas autorisé à voir l'enfant. Jusqu'au lendemain, à 8 heures, ils sont arrivés avec l'enfant. Et quand elle a ouvert la porte, j'ai crié, ah, c'est mon enfant. Ils sont venus la faire coucher près de moi et ils sont partis. Au bout d'un moment, l'enfant pleurait tellement que j'ai pensé qu'elle avait faim. Donc, je leur ai dit de venir la nourrir. Puisque je ne pouvais pas me lever, j'avais demandé une boîte de lait. Donc, je suppose que c'est avec le lait qu'il a nourri. Elles m'ont dit qu'elles l'ont déjà nourri, que l'enfant n'avait pas faim. Je lui ai dit d'accord. Mais l'enfant continuait de pleurer. Donc, il y a ma maman qui devait venir me voir. Quand ma maman est rentrée dans la chambre, elle a dit que l'enfant là n'arrive pas à respirer. On a appelé les sages-femmes, elles ont commencé à courir, elles sont venues. Qu'elles sont venues net, elles sont parties chercher les médecins. Quand le médecin est rentré, il a dit, il y a une qui a dit d'abord que mais l'enfant est en train de devenir blanc. Ils ont pris l'enfant, ils ont commencé à courir, ils sont partis. Quand ils partaient, je pleurais déjà. Le lendemain, lundi, il y a le personnel qui faisait les visites des chambres. La veille, ils avaient dit G1, P1. Ça signifiait première grossesse, premier enfant, un truc comme ça. À mon tour, ils n'ont pas voulu parler fort en fait. Le médecin a parlé doucement aux oreilles de son collègue et j'ai entendu G1P0. Et puis le collègue s'est tourné, il m'a regardé avec de la pitié. Il s'est arrivé à la maison. Quand il m'a expliqué que quand ils sont rentrés avec l'enfant, ils sont allés en réanimation, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc le pédiatre l'a appelé pour lui demander si elle avait donné du lait au bébé. Elle lui a répondu que non, elle n'avait pas donné du lait au bébé. Là, je lui ai dit que vous aurez dû venir me demander. Parce que quand l'enfant pleurait, que j'ai dit qu'elle a faim, l'aide-soignante qui est venue la déposer m'a dit qu'elle a déjà nourri. Donc c'est elle qui a donné le lait au bébé. Ils disent que le lait lui est passé de travers. Sûrement qu'elle n'a pas roté, qu'elle a pris le lait lui est passé de travers. Ça a dû boucher ses voies respiratoires, ça a créé une détresse respiratoire. Parce qu'il l'explique, il dit que le lait lui est passé de travers. Donc c'est ce qui a causé le décès de ma fille. On a tous
tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Alors, bienvenue dans la suite du numéro précédent des femmes d'ici. Je sais que c'est une première, c'est la première fois qu'on nous voit faire 2 émissions comme ça successives dans les mêmes tenues. Alors, je vous explique, l'émission d'hier était très intéressante, d'accord? Et vous savez que 50 minutes d'émission, c'était impossible de répondre à toutes les questions. Alors, exceptionnellement, nous avons diffusé, bien sûr, la première partie, mais on devait couper, on devait arrêter l'émission, donc on a continué et celui-là, c'est l'enregistrement et c'est la suite de l'émission. On n'est pas sûr d'avoir nos professeurs là pour d'autres émissions encore, donc on a préféré enchaîner. N'est-ce pas? Oui, Ness. Voilà, Ness. Et je pense que je dis merci encore à nos professeurs d'être restés. Du coup, on a fait, c'est comme 2 émissions en une, voilà. Donc on va quand même les applaudir encore. Professeur Lasma et professeur Bonny. Alors, hier, on a posé beaucoup de questions, je dirais. Sinon, tout à l'heure, on a posé beaucoup de questions. Mais on n'a pas parlé des solutions. Ouais. D'accord? Mais on va faire un tour rapidement. Si vous êtes sûr que vous avez posé toutes vos questions concernant la mortalité maternelle et mortalité du bébé. Et ensuite, on va parler maintenant aux solutions, ce qu'il faut faire. OK? Dites, Alors, la première question, c'est par rapport au paludisme. Est-ce que quand la femme est enceinte qu'elle fait les examens de palu, ou alors est-ce qu'il y a des préventions, ou alors pendant sa grossesse, elle peut être piquée par une moustique et puis par un moustique. Oh là là. Et avoir le palu. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à la prééclampsie et à l'éclampsie. J'ai suivi le documentaire d'une femme enceinte qui a été obligée de subir une césarienne à 6 mois parce qu'elle avait la prééclampsie et sa vie et celle du bébé étaient fortement en danger. Donc, c'est quoi concrètement ces maladies-là? Tout à fait. Merci beaucoup. On va commencer par le paludisme. Le paludisme chez la femme enceinte est toujours un paludisme grave. Pourquoi? Parce que la femme enceinte a une immunité qui est abaissée. La grossesse même est un phénomène immunologique. Pour que la femme supporte le bébé qui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'elle. C'est un corps étranger, le bébé, dans le corps de la femme. Dieu a fait en sorte, la science a montré, que la femme abaisse son système immunologique pour supporter le bébé. Et du coup, elle devient sensible à beaucoup de pathologies. C'est pour ça que ce genre de pathologie infectieuse, quand ça se survient chez une femme enceinte, ça prend toujours un caractère de gravité. Et le paludisme chez la femme enceinte est sérieux et grave. Il peut l'emporter, il peut tuer le bébé, il peut tuer la maman. Et c'est pour ça que dans les recommandations de l'OMS, on fait une prophylaxie antipaludéenne au cours de la grossesse. Ah, pendant la grossesse? Pendant la grossesse, pas avant. On fait une prophylaxie. Nous autres, on ne prend plus les antipaludéens en prophylaxie parce qu'on a suffisamment développé une immunité. Mais chez la femme enceinte, comme l'immunité baisse, elle peut faire un... Donc, il faut éviter qu'elle fasse un palu et il faut lui donner un protocole de traitement qui n'est pas très compliqué, qui permet donc de la protéger contre le palu et qui protège également son bébé. Et chez les enfants, je crois qu'on fait la prophylaxie aussi pendant un certain temps. Non, on ne fait plus non plus. Voilà, non plus. Parce qu'il faut permettre à l'organisme de... Mais la femme enceinte, on garde encore la prophylaxie antipaludéenne. Alors, avant de continuer avec la prééclampsie et tout, parlant de palu, moi, je sais que dans mon cas, je n'avais pas le palu, mais mon bébé est né avec un palu. Ça, on n'a jamais compris. Non, vous n'aviez pas le palu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait l'expression, les signes. Les signes du paludisme. Mais si on vous avait pris du sang, on aurait peut-être vu que votre goutte épaisse était positive. Était positive. Il y a des années, on ne mettait pas le paludisme comme étant infection en néonatologie. Mais étant donné que nous sommes dans un pays d'endémie, voilà, c'est ça. Depuis quelques années, nous faisons systématiquement la recherche du paludisme chez les enfants qui naissent et qui sont malades. Et on est très étonnés de voir à quel point beaucoup d'enfants ont une goutte épaisse ou un QBC positif. Mais comment c'est possible, justement? Parce que même après, quand il est sorti et qu'on a découvert qu'il avait un palu, moi, on m'a fait le test, j'étais négative toujours. Oui. On a pourquoi accuser les sorciers un peu, j'avoue. Non, il ne faut pas accuser les sorciers. Tout ce
nous tous qui sommes ici, on a du palu, on a le parasite qui gîte dans le foie. Et il suffit qu'on baisse, notre immunité baisse un peu, le cycle va se remettre. Ok, je vois. Et le palu le parasite peut passer dans le sang. Ok, donc c'est-à-dire on peut être indétectable, mais le bébé, Voilà. Ok, parlons de pré-éclampsie. La pré-éclampsie, ça fait partie de ce qu'on appelle les complications, les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse, c'est-à-dire l'élévation de la tension au cours de la grossesse. Là aussi, c'est un mécanisme physiologique que la femme enceinte développe parce que vous, à l'état normal, vous pouvez avoir une tension à 14, ça ne va rien vous faire. Ouais. La femme enceinte a une tension qui, normalement, ça baisse. Pourquoi? Parce que tout son système vasculaire est dilaté. Voilà. Donc, la tension... Tu es en train de faire peur à la flèche? Non, pas du tout. Ça a changé. Depuis là, elle est en train de te donner... Professeur, elle te donne des indices en te disant, j'ai rien documenté. Même professeur, depuis là, tu es en train d'insister encore. Non, c'est certaines femmes seulement qui développent ça. Souvent, c'est au début, les premières grossesses, les femmes jeunes et tout ça. Et chez ces femmes-là, les vaisseaux sont un peu ce qu'on appelle une vasoconstriction. Ça fait que la tension monte. Et à partir de 14-9, on détermine qu'une femme a une prééclampsie. Ça va s'accompagner d'albumine dans les urines et des pieds qui gonflent. Ah, d'accord. Ça, la prééclampsie, la vraie prééclampsie, c'est ça. Maintenant, la complication de cette prééclampsie, quand elle va évoluer et que la tension n'est pas réglée, ça va donner des crises convulsives, c'est ça qu'on appelle l'éclampsie. Des crises convulsives, elle tremble, elle convulse. Elle convulse. Parce qu'il y a une participation maintenant neurologique au phénomène de l'hypertension qui va s'inclure. Elle peut perdre connaissance? Elle peut perdre connaissance, oui. Elle perd souvent connaissance. Mais c'est dû à quoi? C'est le sel? C'est héréditaire? Justement, ce n'est pas le sel. Avant, on pensait qu'il fallait mettre les femmes au régime sans sel. On s'est rendu compte qu'au contraire, le régime sans sel aggravait la crise, la prééclampsie. Pourquoi? Parce que le sel attirait l'eau et la tension s'élevait encore plus. D'accord. On a compris maintenant le mécanisme de la prééclampsie. C'est un phénomène très complexe qui part des premiers jours de l'implantation du placenta, mais ça, je pense que ce n'est pas le lieu de rentrer dans ces détails. Tout ça. D'accord, mais ça peut coûter la vie à la mère et à l'enfant. Bien sûr, c'est l'une des causes de mortalité. D'accord, mais par contre... J'ai dit les causes directes, il y avait les hémorragies en premier, 52%. Il y avait les complications de l'hypertension, donc éclampsie, prééclampsie, éclampsie, qui autour de 30%. Et puis il y a les infections qui viennent ensuite. Et puis les autres complications indirectes de la grossesse. Alors, quand on parle de professeur de pied qui enfle, nous, on entend souvent les femmes dire que quand ton pied enfle, c'est normal. Quand tu es enceinte, ton pied doit enfler parce que c'est la rétention d'eau. Ton pied n'est pas enflé de façon normale. Ah. Donc, ça doit attirer l'attention. Oui, ça doit attirer l'attention. Quand vous avez les pieds enflés, il faut aller vous faire contrôler la tension et tout ça. On va parler du problème de la consultation prénatale, qui est un problème important. Tout à l'heure, on va parler de ça. Alors, professeur, quels sont les risques qu'un enfant peut avoir si sa maman, par exemple, fume ou alors peut-être ça donne à l'alcool? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais est-ce que ça a un effet sur l'enfant plus tard ou à la naissance? Effectivement, ça a un effet. Une maman qui fume a un risque d'avoir un enfant trop petit, qui naît trop petit, ce qu'on appelle un hypotrophe, un retard de croissance intra-utérin. Et à la naissance, ce sont des enfants qui ont souvent des problèmes respiratoires et qui peuvent faire ce qu'on appelle des apnées, des pauses respiratoires. Il a des difficultés à respirer. Une maman qui se drogue, en fonction de la drogue, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de sevrage. Cet enfant reçoit sa dose régulièrement au cours de la grossesse et au moment de l'accouchement, le fait de naître, on coupe le cordon, on lui coupe sa dose. C'est ça. Parce que le bébé est accro aussi maintenant. Il est accro. Il est accro et il va faire ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Il y a un score, le score de Finnegan, qu'on surveille. Donc ce sont souvent des enfants qui éternuent beaucoup, qui sont très agités, qui pleurent beaucoup, qui se griffent, qui, je ne dirais pas qui sautent, mais qui ne tiennent pas en place.
Et en Europe, en tout cas, on leur donne un peu de drogue. Wow. Pour les désensibiliser. Voilà. Et puis, doucement, on diminue la dose jusqu'à ce que l'enfant... Parce qu'il peut même faire de la fièvre, il peut convulser, il peut s'arrêter de respirer. Un véritable syndrome de sevrage à toutes ces drogues, que ce soit cannabis, opiacés, cocaïne, morphine, enfin... Et il y a des antidotes pour Pareil les pour enfants. l'alcool. Et pour l'alcool, en fait, aussi. le drame de l'alcool, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal. C'est un enfant qui va naître avec une malformation, un petit cerveau. Ils ont une tête caractéristique, on dirait un faciès caractéristique, avec des yeux très rapprochés, un philtrum qui est absent. Enfin, quand vous les voyez, vous sentez que c'est un enfant qui a un problème. Et malheureusement, ce sont des enfants qui ont un QI bas. Ce sont des enfants qui seront attardés. Et à une certaine époque, en Europe, on disait que la première cause de crétinisme, d'idiotie, était l'alcoolisme chez la mère. C'est pour ça que pendant la grossesse, on dit tolérance zéro. On ne boit pas. Pas une goutte. Parce que vous ne savez pas, en fonction de votre susceptibilité, si le seul verre de vin que vous allez boire sera celui-là qui va rendre votre enfant handicapé, alors que votre voisine a bu toute la bouteille et qu'elle n'a rien eu. C'est ça. Parce qu'il y a des femmes qui ont dit que la bière donne un joli teint On nous a dit ça. au bébé. C'est une question de susceptibilité individuelle. OK. L'alcool... Pas d'alcool. Le vin inclus, hein? Le vin inclus. D'accord, donc pas d'alcool pendant la grossesse, sinon votre bébé sera idiot, il sera bête. Alors, OK, on y va. il y a certaines mamans qui voudraient choisir le sexe du bébé avant, pendant la conception. Et il paraît que vous avez des astuces pour dire que, par exemple, il ne faut pas manger beaucoup de sel si on veut des garçons, manger beaucoup de sucre si on veut des filles. Est-ce que c'est vrai? C'est des choses qui se disent. C'est des choses qui se disent. Des choses qui se disent. Mais je vais vous raconter une anecdote. Le professeur doit en avoir beaucoup. Pas mal. Ah, ça, c'est mon papa, naïs. D'une patiente qui n'avait que des filles. Elle voulait faire un garçon. Bon, il y a tellement de régimes qui traînent dans les bouquins. Régime garçon, je lui ai donné le régime à faire. Ah. Elle a fait le régime. Elle a eu un garçon. Ah, donc c'est possible. Attendez, laissez-moi finir l'histoire. Elle était tellement contente qu'elle a refait le régime. Garçon encore. Garçon encore pour avoir un deuxième garçon. Et là, elle a fait une fille. Qu'est-ce que vous voulez conclure? Ben, Ça ne marche pas vraiment? En fait, C'est Dieu qui donne. c'est des choses... C'est aléatoire, hein? C'est très aléatoire. Ouais. Moi, par rapport à Très ça, j'ai lu que le sexe du bébé est déterminé plutôt par l'homme. Mais Donc, bien si quelqu'un sûr. doit faire un régime, c'est Bien, l'homme, bien, pas bien. la femme. Ce n'est pas une question de régime. Dans la détermination du sexe chromatinien, c'est-à-dire les chromosomes qui donnent garçon ou fille, un garçon, sa formule chromosomique, c'est XY. Ouais. Et une fille, c'est XX. Donc, ça veut dire que la femme, elle ne produit que des ovules avec X. Ouais, avec des femmes, ouais. C'est l'homme qui apporte soit son X, soit son Y. Donc, il ne faut pas accuser les femmes. Franchement, quoi, je te dis, ils accusent les femmes tout le temps. Tu ne fais pas garçon, tu ne fais pas garçon. On les chasse, tout ça. Celui qui donne le Y, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est eux, on va mettre des hommes maintenant. Vraiment. Pour Dans ce- certains villages, Ouais. les femmes, par exemple, celles qui ne font que des filles et celles qui ne font que des garçons, s'échangent leur conjo. Jesus. Je pensais qu'ils échangeaient leur mari. Non, elles s'échangent leur conjo. Elles se disent, pas bon, mal, comme celle-là. toi, tu fais que des filles, je prends ton conjo. Et puis, bon, on ne sait pas. Mais est-ce que ça marche? On ne sait pas. Ah, ça marche au village, mais est-ce que c'est parce que c'est... Mais je pense que c'est encore le jeu de la génétique et le jeu du hasard. Oui, Je voulais demander quelles sont les dispositions à prendre pour une femme enceinte pour éviter au maximum d'être exposée à certaines pathologies et puis au moins réduire, elle, à son niveau, les cas de mortalité. Ça, on rentre vraiment maintenant dans la lutte pour la réduction de la C'est ça, mortalité ouais. maternelle. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. En gros, moi je vais vous dire, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est faire en sorte que la femme puisse maîtriser sa sexualité, sa fécondité, c'est promouvoir la planification familiale. On a parlé tout à l'heure de trop de grossesse, trop jeune et tout ça. Donc, l'axe de la planification familiale, pour que la femme puisse décider d'avoir des enfants quand elle veut, la contraception qui lui est rendue difficile. Ça, c'est le premier axe, qui permet d'éviter à beaucoup de femmes de rentrer dans l'engrenage de la grossesse qui va la tuer.
Hein? Est-ce que vous comprenez? Les femmes qui ont déjà 5, 6 grossesses, 7 enfants, machin, C'est bon comme ça. elles ne peuvent pas, machin, mais elles ne maîtrisent pas ça. Ouais. Oui. Et dès qu'elles rentrent à la maison, le mari... Il est enceinte en même temps. Voilà. Ah non, Elle est fatiguée. OK. Et ça, c'est un axe important qu'il faut promouvoir. Peut-être qu'au niveau même des femmes, mais les adolescentes, oui. c'est pour nous un gros problème. Les grossesses non désirées des adolescentes, avec comme corollaire des avortements provoqués, sceptiques, dans des conditions machin, qui finissent par les tuer. Dans la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire, l'avortement intervient pour près de 20%. Et c'est 90% d'adolescentes. 90%? Oui, c'est en grande majorité des jeunes filles. Ça, c'est le premier axe. De prévenir la grossesse, de contrôler la sexualité. Le deuxième axe, c'est la surveillance prénatale. C'est la surveillance prénatale, c'est-à-dire faire en sorte que toute femme enceinte puisse aller voir un personnel de santé, sage-femme ou médecin ou machin, pour être suivie. Avant, on disait qu'il faut faire au minimum 4 consultations prénatales. On dit 8. L'OMS est parti plus loin, il dit qu'il faut 8. C'est-à-dire quasiment tous les mois, la patiente, la gestante, doit être vue Par par un spécialiste pour vérifier un certain nombre de choses. La tension, la prise de poids, l'albumine, le sucre dans les urines, faire une échographie pour voir la croissance de l'enfant. Ça permet de détecter les cas à risque qui doivent avoir une surveillance beaucoup plus agressive, beaucoup plus poussée. Le professeur Las nous a dit tout à l'heure qu'au cours de sa grossesse, elle était vue 2 fois par mois, tous les 15 jours, par semaine. Ouais. Donc, le rythme de la surveillance prénatale peut changer en fonction des risques qu'on a mâchés et qu'on a détectés. Et on peut même décider d'hospitaliser de façon préventive la patiente pour régler des problèmes. Ou bien la faire passer d'un niveau de prise en charge, si elle est dans une maternité périphérique, la faire venir dans un hôpital général ou un CHR, ou bien même un CHU, où la prise en charge est plus pointue et permet d'éviter qu'on se retrouve dans des cas de grossesse compliqués. Donc, on détecte les grossesses. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est maintenant la gestion des complications au cours de l'accouchement et du postpartum. C'est à l'hôpital là-bas. À l'hôpital maintenant. D'accord. Et ça, je pense on va développer juste après la pub. On va à la pub, on revient. Surtout. De retour sur le plateau des femmes d'ici, le super plateau des femmes. Les filles, ça va bien. Non, c'est les filles là. Les filles. Parce qu'il faut dire que... Alors, parce qu'il faut dire qu'on a enregistré 2 heures d'émission diffusée sur 2 jours. Donc, on tient toujours et tout. Ouais, super, très bien. Donc, on était en train de parler des corps médicaux. Voilà, de ce qu'il faut savoir avant de prendre une grossesse, d'accord? Il avait parlé de certaines étapes. Mais j'aimerais en fait qu'on fasse la corrélation avec le bébé. C'est-à-dire que si les étapes qu'il a mentionnées ne sont pas respectées, quel est l'impact direct que ça a sur le bébé? Donc, la première étape, c'était l'âge, les grossesses espacées, enfin, qu'il fallait espacer, planning familial, trop d'enfants qui étaient faits et tout. Et la deuxième étape, c'était ne pas... Le suivi. Voilà. Le suivi prénatal. Alors, quand ce n'est pas suivi comme ça, quel est l'impact direct que ça a sur le bébé? Et ensuite, on continue. D'accord. Donc, il y a un impact véritable lorsque la grossesse n'a pas été suivie. Dans la première intervention du professeur, on voit l'importance de l'éducation et de l'information de la jeune fille, de la femme en âge de procréer, et je dirais même de la communauté. Il faut que cette communauté soit éduquée pour pouvoir véritablement comprendre et appliquer ce qu'on va lui demander. Dans le suivi même de la grossesse, il faut que la femme sache qu'elle doit aller à l'hôpital. Avant, on disait 1 fois par trimestre, c'est proche de l'accouchement, mais maintenant, on demande que ça soit fait tous les mois. Pourquoi? Le suivi de la grossesse permet de faire le bilan. On va faire des examens de sang. Et chaque examen de sang va avoir son importance. Si on détecte que vous avez un diabète,
il faut un suivi particulier parce que l'enfant risque d'être trop gros si c'est un diabète qui survient au cours de la grossesse, ou il risque d'être trop petit si c'est un diabète qui est ancien. Et même lorsqu'il s'agit d'un diabète ancien, il faut que la femme puisse programmer sa grossesse pour éviter les complications au cours de la grossesse. Un diabète peut provoquer des malformations au niveau de l'enfant. Okay. Un diabète peut faire en sorte que cet enfant trop gros pose des problèmes au moment de l'accouchement. Il ne va pas passer. Donc, il faudra faire une césarienne. Il faudra qu'elle soit informée, qu'elle ait accepté pour que tout se fasse sans problème. C'était un enfant fragile. C'est un enfant fragile. On l'appelle le géant au pied d'argile. Au pied d'argile. Parce qu'à la naissance, il va faire des hypoglycémies, il va manquer de sucre, il va manquer de calcium, il va manquer de tout. Comme on dit, c'est un gros bébé, mais il est fragile. Il peut mourir à tout moment. Et même pendant la grossesse, vers la 36e semaine, le gynécologue est aux aguets parce que c'est un enfant qui peut mourir dans le ventre. Il a des risques d'être mal formé, il peut mourir dans le ventre et quand il sort, il a tous les problèmes. Donc, il faut absolument que ça soit suivi. Du coup, moi, je veux parler du déni de grossesse. Des femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes, il n'y a pas de suivi à ce moment-là. Bon, ici, je ne sais pas si... Le déni de grossesse, ça sera peut-être chez les jeunes filles. Mais la plupart du temps, ces femmes-là savent qu'elles sont enceintes, mais elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas les moyens et elles se disent que est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller autant à l'hôpital? Il y a beaucoup de femmes que nous, on reçoit. Le carnet est vide. On leur a donné le carnet le jour de l'accouchement. Et ça, ce n'est pas admissible. Avec tout ce que l'État déploie pour pouvoir faire le suivi, ce n'est pas normal. D'accord. Et donc, une femme qui suit vraiment tout ce qui est dit ici, qui va à l'hôpital une fois dans le mois. On va faire la toxoplasmose. Vous avez parlé d'hydrocéphalie. On va faire la rubéole. Parce que si elle a fait la rubéole, elle n'a pas suivi et que l'enfant, elle fait une rubéole pendant la grossesse. On va faire la prévention antitétanique. Vaccin. La prophylaxie antipalustre. Voilà. Si elle fait tout ça, on est sûr qu'elle a un bébé en bonne santé. On est sûr qu'on a un bébé en bonne santé. Mais le jour de l'accouchement, il faut d'abord qu'elle sache quels sont les signes de danger au cours de la grossesse. Si elle a mal à la tête, il faut qu'elle contrôle sa tension. Si elle a des vertiges, si elle fait la fièvre, il faut qu'elle aille à l'hôpital pour savoir quel genre d'infection. Parce que l'infection aura un impact sur l'enfant. Si elle saigne, il ne faut pas qu'elle reste à la maison parce que l'enfant va être anémié. Il aura peut-être besoin de sang à la naissance ou il peut même mourir pendant la grossesse. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses, mais au moins le suivi minimise les risques. Le suivi minimise les risques. Maintenant, les risques qui vont avoir lieu, qui vont survenir au moment de l'accouchement, là. Mais il faut dire aussi que nos mamans, il y en a beaucoup qui utilisent des produits, des médicaments traditionnels pour l'accouchement. Et ça, il faut c'est dangereux quand c'est mal utilisé. C'est ça. OK. Parce que quand vous utilisez le médicament de la faim au tout début, parce que vous êtes tombé sur quelqu'un de mal intentionné ou par inexpérience, vous allez avoir des problèmes au moment du travail, avec des contractions qui sont trop importantes, un risque de rupture utérine, donc avec un enfant qui risque de naître en état de mort apparente. En fait, il y a plein de choses. Je voudrais juste revenir sur le déni de grossesse. Si une femme se rend compte à 7 mois qu'elle est enceinte, est-ce qu'il y a un protocole pour rattraper tout ce qu'elle n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Mais on va la prendre au moment où elle machin. On ne peut plus rattraper ce qui est passé. Quand tu as trompé, quand tu as demandé pardon, tu prends là où tu es. Tu ne peux plus répartir en arrière pour ne pas que tu passes. Et puis, on peut rattraper ce que... si par exemple on la trouve très anémiée, on va corriger son anémie, on va lui mettre la prophylaxie antipaludéenne, on va ceci, on va cela. Mais on ne pourra pas... revenir en arrière. D'accord. Je vois que les femmes enceintes prennent beaucoup d'acide folique. L'acide folique et puis la vitamine B9, le zinc, le fer, voilà. Alors ça, quand une femme ne prend pas, qu'est-ce que ça fait au bébé? L'absence d'acide folique, enfin le manque d'acide folique, la carence, peut être à l'origine de malformations du tube neural, c'est-à-dire de spina bifida. C'est un enfant qui naît avec une boule sur sa colonne vertébrale. On a des images ici qu'on va regarder. Il naît avec une boule. Une boule sur la colonne vertébrale. Il y a un défect dans la colonne. Toute la colonne vertébrale a un problème. Et à un moment donné, il y a une protrusion. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et ça, c'est vraiment le manque d'acide folique? Oui. La plupart du temps. La plupart du temps. Ok, et quoi d'autre à part là, vous voyez un spina bifida qui est au niveau lombaire et sacré, mais il peut être plus haut. On peut avoir un mélangocèle tout. Oui, parce qu'effectivement, on voit souvent des bébés qui naissent avec d'autres boules. Ça donne des manifestations plus graves, hein, parce que c'est nerveux. Mais ça s'opère. Ok. Le spina bifida s'opère. Quand il n'y a pas trop de lésions, c'est-à-dire il n'y a pas un anus qui est béant,
Il n'y a pas trop de problèmes neurologiques. Okay. Ce sont des enfants qui sont opérés, qui n'ont pas de problème. Mais sinon, ce sont des enfants opérés qui ont des troubles sphinctériens. Ils font caca, ils n'arrivent pas à contenir leur selle, ils boitent, enfin. Est-ce qu'il y a un cours qu'on donne aux mères qui doivent allaiter? Parce que même si on a dit que dans la première émission, ce qui est passé hier, on a dit que la dame, si son bébé est décédé, ça veut dire qu'il y avait forcément un problème avec le bébé. Mais il y a des femmes qui ne savent pas forcément comment tenir leur enfant pour allaiter. On revient encore à l'éducation, la formation et l'information. Mais comment est-ce qu'on a la Normalement, formation? pendant la grossesse, le gynécologue, la sage-femme, doit pouvoir accompagner la maman dans le choix de l'allaitement qu'elle va avoir, qu'elle va faire au moment de l'accouchement. Okay. Je choisis de donner le sein. Pendant la grossesse, on m'accompagne, on me forme. Au moment de l'accouchement, l'OMS recommande que si j'ai accouché, généralement par voie basse ou même par césarienne, et que je ne suis pas sous anesthésie générale, dans les 30 minutes, sinon dans l'heure, il faudrait que l'enfant puisse téter. Ça permet de stimuler et de vraiment permettre un bon démarrage de l'allaitement maternel. D'accord. Et c'est sûr que le bébé qui vient d'arriver, il sait très bien comment téter. Il n'y a pas moyen de faire fausse route et tout. C'est un réflexe, il y a le réflexe de sucction. Il y a le réflexe de sucction, le réflexe même de fouissement. Parce que dès que vous mettez l'enfant, il cherche. Les yeux fermés, il cherche, il prend le mamelon. OK. Mais il faut que la maman soit accompagnée. Et même après la grossesse, l'accouchement, elle est accompagnée dans son allaitement maternel. D'accord, très bien. Maintenant, je pense on a compris maintenant ce que nous, on doit faire avant de prendre une grossesse. Le troisième max de réduction de la mortalité maternelle, c'est à l'hôpital. Voilà. Maintenant, on arrive à l'hôpital. C'est la partie qu'on a faite. La gestion des complications de l'accouchement et du postpartum. Oui. Comment, normalement, on doit recevoir une femme qui vient d'accoucher et qu'est-ce qu'on doit lui administrer? Comment travaille même. Oui, qu'on travaille. Déjà d'un point de vue des infrastructures, il faut qu'il y ait des infrastructures en nombre et en qualité, correctement réparties pour que l'accès à l'hôpital ne soit pas difficile. Hein? OK. On définit un rayon de 5 km pour qu'il y ait au moins un centre. Et il y a des normes. L'OMS a déterminé des normes. Parce que ça va me faire entrer dans certaines choses que je vous ai expliquées. Pour qu'un accouchement se passe en sécurité, il y a des soins, ce qu'on appelle les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, qui doivent être disponibles. Il y a des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base et des soins néonataux obstétricaux et néonataux d'urgence complets. Okay. C'est un certain nombre de gestes, d'actes à poser qui, mis en place, permettent de sauver une femme qui est en danger. OK. Parmi ces gestes, il y a ces soins, il y a la disponibilité des antibiotiques, il y a la disponibilité de médicaments qui gèrent le problème de l'éclampsie, le sulfate de magnésium par exemple. Il y a les utérotoniques, les médicaments qui permettent à l'utérus de se contracter après l'accouchement pour ne pas que la femme saigne. Il y a l'accouchement par ventouse, l'extraction instrumentale, parce que l'enfant peut être fatiguée. Oui. Et on peut la faire accoucher par ventouse. Et tout ça, l'hôpital est censé avoir ça. L'hôpital est censé avoir ça. En et fonction, prodiguer et donner. Attendez, en fonction du niveau, parce que le système de santé en Côte d'Ivoire, c'est un système pyramidal. Pyramidal. On part des établissements sanitaires de premier contact, on va ensuite aux hôpitaux généraux, et puis on monte ensuite aux hôpitaux régionaux et au CHU. OK. Mais est-ce qu'il y a assez d'infrastructures même? Oui, les efforts sont faits. Permettre aux femmes donc, d'accoucher. infrastructure et personnel qualifié. Les établissements de deuxième niveau, eux, doivent avoir au moins la césarienne et la transfusion sanguine. Ah, OK. En plus des autres en bas, OK. Parce des autres en bas. Et puis au dernier niveau, c'est là qu'il y a les trucs. Il doit y avoir un service de réanimation complet, un service de réanimation néonatale et tout cela. D'accord. Voilà. Donc, c'est cet effort-là qu'il faut faire. OK. Et accompagner ça également de la formation du personnel. Très bien. Donc, on va aller étape par étape. Un personnel qualifié et un personnel
empathique, impersonnel, respectueux. D'accord. Non, professeur, il ne faut pas t'inquiéter, on va aller doucement. Cet axe-là, moi, je vais le diviser en 2 niveaux. Je pense que le premier niveau, les efforts qui doivent être faits, ça, c'est les efforts de l'État. De l'État, oui. Ça, ce n'est pas ceux qui travaillent à l'hôpital. Ça, c'est l'effort de l'État. Et donc, l'État a bien compris. Maintenant, on va poser la question et puis après, on va arriver maintenant sur le personnel maintenant. Alors, le ministère de la Santé, et vous qui êtes des professeurs, donc qui êtes des docteurs, avec tout ce que vous avez dit, toute cette légèreté qu'il y a dans les hôpitaux, même le manque d'instruments, des fois, il y a le manque de chambres, des fois, on dit qu'il n'y a pas de place de lit pour que la femme accouche. En entendant, voici, drap n'a qu'à se mettre par terre. Il y a tellement de choses qui se passent. Vous avez vu, vous avez dit bien, merci même d'avoir dénoncé ça. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que docteur, pour pouvoir dénoncer ça au niveau du ministère de la Santé, afin qu'il y ait quand même des réactions, pour qu'on puisse changer ces choses-là? Parce qu'on peut faire ce que la dame a dit, ce que vous avez dit, aller plusieurs fois à l'hôpital, faire les 8 fois, les 8 mois que l'OMS a dit, on peut faire tout ce qu'on veut pour éviter la mortalité des femmes et des enfants. Mais si il n'y a pas de place à l'hôpital, s'il n'y a pas le personnel adéquat pour nous aider, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Oui, professeur ou professeur Less? Vous avez déjà été fait des lettres? La lutte oui, pour la réduction de la mortalité maternelle est une lutte permanente. Pour moi, c'est une lutte permanente. On n'en a jamais fait assez et on n'en a jamais fait assez. Tout ce qu'on fait est un plus qu'on apporte dans la réduction de la mortalité maternelle. Et c'est pour cela que l'OMS elle-même, le système des Nations Unies, a fixé des objectifs. Les objectifs du développement durable qui disent que d'ici 2030, le taux de mortalité maternelle au plan mondial doit être à 70 pour 100 000. Pour l'instant, lui-même, il est à 223 pour 100 000. Au plan mondial. Mais aucun pays ne doit avoir un taux de mortalité inférieur ou supérieur au double du taux mondial, c'est-à-dire supérieur à 140. Donc nous, Côte d'Ivoire, on est à 385. On doit d'ici 2030 descendre à 140. Et moi, je dis qu'on peut descendre à moins de 100. Tout ça, c'est en dotant Mais c'est notre rôle. Voilà, en les dotant de tout ce qu'il faut. C'est notre rôle, nous, de sensibiliser. C'est ça. D'attirer l'attention. Du ministère de la Santé. C'est l'impact policier. Ça ne se limite pas au ministère de la Santé. Pour moi, c'est un enjeu de société. Oui, la lutte pour la réduction de la mortalité. Je suis d'accord. Parce que quand on arrive à l'hôpital avec nos sœurs, souvent dans les premiers soins dont vous avez parlé, le pauvre, il n'y en a même pas. Ouais, c'est ça. On nous donne l'ordonnance pour aller payer perfusion, pour aller payer aiguille, pour aller payer temps. Toi-même, tu arrives là même là, tu penses que tu as payé petite caution pour que ton patient ait un petit lit, mais tout l'argent rentre dans le premier soin que l'État donne cadeau aux hôpitaux. Ça là, on est révoltés. Mais c'est une lutte permanente. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour Je vous le dis. Mais non, docteur, c'est facile de dire. On doit se battre tous. Mais est-ce que vous avez des associations pour Cette émission fait partie de la lutte. Oui, ça fait partie de la lutte, c'est normal. Est-ce que vous en êtes conscient? On est conscient, on est conscient. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Fait partie de la lutte. Mais professeur... Elle permet de dénoncer les dérapages. Ça, je suis d'accord. Mais en même temps... Et le politique est là pour accompagner et puis sanctionner. Peut-être aussi que le politique n'est pas informé de certaines choses qui se passent là-bas. Parce que le politique se soigne dans des cliniques. Rôle, non. Mais quand ça encore, c'est Abidjan. Mais ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les zones rurales. C'est ça, les zones rurales. Même c'est pire, même pas. L'organisation pyramidale... À combien de kilomètres de son village? L'organisation pyramidale des structures hospitalières suit également une organisation pyramidale administrative. C'est-à-dire que dans les centres de santé, à l'intérieur, il y a des directeurs départementaux de la santé, il y a des directeurs régionaux de la santé et tout ça, qui sont censés recueillir les informations sur les structures de santé qui sont sous leur coupole. Je vous dis pardon. Non, vas-y, c'est chaud. En tout cas, c'est chaud, on y va. On a compris comment on ne meurt pas, mais nous, on veut qu'on nous aide à ne pas mourir. C'est une lutte. Vous êtes médecin. Commune permanente. D'accord, commune. Vous êtes médecin. On n'a jamais entendu que les médecins marchaient. Vous êtes médecin, une dame qui n'a pas les moyens. Il faut les grèves souvent. Je souhaite. Vous venez de toucher un point sensible. Je souhaite qu'un jour, les médecins marchent par rapport à leurs conditions de travail,
par rapport à ce qui leur manque. Le professeur Lass me dit non. Elle ne veut pas marcher. Non. C'est chaud. Si les revendications vont dans ce sens-là, la population même nous suivra. Ça, je suis d'accord. Nous, on va marcher parce qu'effectivement, c'est eux qui sont là-bas. Et c'est eux qu'on accuse, malheureusement. C'est ça. On va à la pause publicitaire et on revient pour terminer en beauté. Tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie du professeur Lasme et du professeur Bonny, qu'on va applaudir. C'est la troisième et dernière partie. Merci beaucoup d'accepter d'être avec nous. Oui, Yasmina, tu disais. Alors, j'aimerais poser des questions aux deux professeurs. Aujourd'hui, on paye des cliniques chères pour aller se faire opérer. Mais on nous dit que les bons docteurs viennent du CHU, des CHU. Souvent, il est là-bas, il dure là-bas. Ça a 20 ans, ils vont faire ton opération parce qu'il doit opérer quelqu'un d'autre là-bas. Est-ce parce que vous n'avez pas de bonnes conditions de vie et qu'au final, ce métier en Côte d'Ivoire n'est pas un métier qui ne paye pas bien, ou bien c'est par manque d'effectifs que vous êtes obligé d'aller partout comme ça? Les deux choses sont envisageables. D'abord, être au CHU et avoir les meilleures conditions de travail qu'il y a. Il y a des gens qui sont allés se former à grand prix sur certaines techniques, certaines technologies de pointe. La Côte d'Ivoire dispose de personnel de santé compétent, de professeurs. Oui. Mais quand ils arrivent, professeur, là, on connaît. Ils arrivent, ils sont à l'hôpital et ils n'ont pas l'équipement sur lequel ils ont été formés. Ils ne peuvent pas pratiquer leur art comme ils auraient souhaité. Mais qui doit payer l'équipement? C'est des hôpitaux publics, donc c'est l'hôpital et l'État qui doit le faire. Mais pour ne pas perdre, pour ne pas désapprendre, lorsqu'une structure privée leur propose ces services, mais ils acceptent volontiers. Même si c'est moi. Et ils font d'une pierre deux coups. C'est vrai. Non seulement ils continuent de pratiquer ce qu'ils ont appris, et puis ils sont payés, ils sont rémunérés. Ils font d'une pierre deux coups. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ça, je suis d'accord. Est-ce que le professeur Lass va se Non, aussi, on a notre salaire de médecin, de professeur ou de ceci, cela. Professeur Lass. Mais je suis certain qu'avec des conditions de travail idéales, beaucoup resteraient à l'Almachin. Ça, je suis d'accord. Professeur Lass, on va l'écouter. Le docteur Lass ne semble pas partager mon avis. Non, elle va se prononcer elle-même. Oui, elle va donner le sien. Non, mais c'est une réalité. En Afrique, les médecins ne sont pas bien payés. Ça, c'est une réalité. Actuellement, on a la polémique au Kenya où les médecins sont en grève par rapport à leur rémunération, par rapport à leur salaire. Et ce sont des émoluments qui ne sont pas identiques. Aujourd'hui, quand vous comparez avec certains pays de la sous-région, on estime qu'en Côte d'Ivoire, on est bien payé. Maintenant, la Côte d'Ivoire, qui est quand même un pays avec un certain niveau de vie, les médecins vont estimer qu'ils ne sont pas bien payés. Comme ils ont la possibilité de faire un peu de privé, bon, je pense qu'ils ne crachent pas dessus. D'accord. En même temps, au niveau des professeurs et tout ça, je trouve que vraiment, dans la pratique, ils sont tous excellents. Mais descendons un peu, les sages-femmes, les infirmiers et tout ça. Parce que quand on va accoucher, on n'est pas en contact avec un professeur directement. On est en contact avec une sage-femme, avec une aide-soignante. Et c'est elles qui, on va dire, qui sont à l'accueil. Et c'est là-bas où ça commence à se passer très mal. Parce que quand ça se passe mal au niveau de l'accueil, c'est sûr que la suite va mal se passer parce que la femme arrive, elle est stressée déjà par son accouchement. Elle arrive, on lui parle mal, personne pour s'occuper d'elle. On lui crie dessus parce qu'elle est soi-disant paresseuse, elle ne pousse pas, etc. Même si l'enfant est en danger parce que la mère ne pousse pas, est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire qui est déontologique? C'est ça. Plutôt que de la taper ou de lui crier dessus. Quelle est la bonne façon de faire? Non, je pense que c'est une question d'éducation. D'éducation individuelle. Le professeur Bodi a souligné tout à l'heure, c'est peut-être votre fille, c'est peut-être votre femme. Et aujourd'hui, sur WhatsApp, vous voyez des petits films qui circulent avec un médecin qui a refusé de se lever par rapport à un malade. Finalement, quand elle se lève, c'est son fils, c'est sa femme, c'est... Si on travaille avec cette mentalité, on ne pourra pas s'en sortir. Moi, à mon personnel, je dis toujours, ce sont vos sœurs, ce sont vos enfants. Et des fois, en plaisantant, quand je ne suis pas très contente, je leur dis, si vous mangez les enfants des autres, un jour, vous mangerez les vôtres. C'est une question d'éducation et de politique qu'on veut appliquer dans son centre.
En même temps, vous dites une chose un peu, désolée de dire ça, mais vous dites une chose et son contraire, dans le sens où la femme qui doit aller à l'hôpital tous les mois, elle n'a pas forcément les moyens. Elle ne peut pas forcément tous les jours se déplacer, aller faire ses examens, déjà c'est un coût. Et en plus de ça, en tant que médecin, aujourd'hui on est confronté en fait à une réalité, c'est que la femme va arriver aux urgences, mais il faut d'abord payer une caution, il faut payer ci, il faut payer ça. Entre-temps, vous êtes médecin, vous avez prêté serment pour sauver la vie d'une personne. Mais entre-temps aussi, vous ne pouvez pas prendre ce cas en charge parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc finalement, comment on fait? On fait la politique de nos moyens. Je suis désolée. Quand il y en a, le médecin, la sage-femme, tout le personnel travaille correctement. Mais si je n'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Je fais mon ordonnance, le patient va acheter, l'enfant est traité. Nous sommes dans une politique de gratuité. Mais sachez que la médecine n'a pas, la vie ou la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ici, quand on vous dit gratuit, sachez qu'il y a quelqu'un qui doit payer derrière. Quand vous prenez une journée de néonatologie où on vous dit c'est gratuit, parfois ils sont à 10 000, à 5 000 francs. Il y a 30 ans au CHU d'Yopougon, c'était 5 à 10 000. Mais les gens ne payaient pas jusqu'à ce que le système périclite. T'attends ton français. Ça dit que ça s'est gâté. Le système, oui, mais on avait une salle avec toutes les cartes d'identité. Parce qu'on payait, on était soigné avant d'être payé. Oui. Pour 10 000 francs. Ce qui doit être normal. Alors qu'une boîte de médicaments, parfois d'antibiotiques, coûte 12 000. Oui, même c'est vrai. Donc vous avez le sérum, vous avez les examens de sang, vous avez les médicaments, vous avez les perfusions. Pour 10 000 ou 5 000 francs. En privé, un enfant qui est traité un prématuré, c'est 10 millions. En France, c'est plus de 20 millions. C'est 1 800 € la journée. Quand vous êtes hospitalisé un mois, 1 800 € la journée, vous voyez un peu ce que ça coûte. Donc si ici, on se dit gratuit ou 5 000 ou 10 000, quelque part, on est bien en dessous de la valeur réelle du soin. D'accord, OK. On remarque, donc, je comprends bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus être soigné avant de payer. Parce qu'il faut payer au moins les ordonnances, il faut payer tout ce qu'on te demande. C'est ça. Mais on voit aussi des personnes, des dames qui vont accoucher, et quand elles n'ont pas l'argent, on refuse de leur donner leur bébé, ou bien on refuse qu'elles sortent parce qu'elles n'ont pas payé. Quand c'est comme ça, comment ça se passe? La césarienne est gratuite. Depuis 2011, la césarienne est gratuite. L'accouchement aussi est gratuit. L'accouchement aussi est gratuit partout. Il y a un kit. Il y a un kit de césarienne. Pour toute la Côte d'Ivoire, c'est gratuit. Depuis 2011, la politique... C'est décrété, c'est un décret. Ça a été décrété. OK. C'est gratuit. Gratuit dans le public. Dans le public. OK, très bien. Donc, ça veut dire que tu t'en vas accoucher gratuitement. Tu accouches gratuitement. Mais qu'est-ce que tu paies alors? Rien. Même les ordonnances. C'est la réalité de la gratuité qu'il faut mettre en cause maintenant. C'est lui qui a pas suffisamment de C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai été réveillé il n'y a pas longtemps, par une structure sanitaire, il n'y avait pas de kit de césarienne. Il y avait des césariennes à faire. Donc ça veut dire que si toi tu viens, même si c'est gratuit, il faut que tu ailles payer au moins ton... Donc quand c'est en rupture, tu vas payer. C'est en rupture, c'est la réalité. OK, je comprends. Moi, je voulais... D'accord, on y va rapidement, on est déjà Didier qui disait quelque chose qui était très vrai. Moi, dernièrement, je suis tombée malade. J'étais ici, je suis allée à l'hôpital. Arrivée là-bas, on m'a dit de prendre mes constances avant de pouvoir prendre soin de moi. Et je suis allée dans une grande clinique à cause de mon assurance. Bref, la jeune fille, comme j'avais mis un cache-nez, elle était assise, elle a fait comme ça. Elle prend le papier, elle tape, elle prend les constances. Donc, je dis, elles sont tellement impolies. Quand elle a fini de faire ça, je suis restée calme parce que j'étais malade. Je dis, ne te fais pas remarquer, surtout pas, Seigneur. Et quand je suis sortie à la réception, elle est venue, j'avais enlevé mon cache-nez. La dame disait rien, elle voulait me dire, elle dit, si tu me parles, elle te giflée dans l'hôpital, là, si tu me connais. Non, mais c'est une réalité. Et je pense que c'est ce que le professeur a dit. Il ne faut pas prendre mon nom pour aller à la télé. Alors, c'est la clinique. On est déjà à la fin. C'est ce que le professeur a dit. Je pense que c'est une question d'éducation. Il faut qu'on se le dise, et ça, je ne vais pas... Et puis, non seulement il y a l'éducation... Et voilà, est-ce que c'est contrôlé? C'est ce que je voulais dire. C'est qu'en réalité, c'est pas contrôlé. Les systèmes de contrôle. Voilà, il faut qu'il y ait des systèmes de contrôle. Ceux qui sortent de la ligne de conduite
soit interpellé. D'accord. Maintenant, je sais maintenant que quand une sage-femme ou un sage-femme, non, un sage-homme, Sage-femme. ok, voilà, Un maïeuticien. un maïeuticien, quand il se Pas comporte mal, maïeuticien. Mailleux, d'accord, comme Mayotte. un maïeuticien se comporte mal, il y a la possibilité de porter plainte et peut-être qu'il y aura De le dénoncer. de le dénoncer, c'est vraiment avéré. On peut arriver à aller à bout avec ça. Ben, écoutez. C'est ça le problème. C'est la réalité. La réalité est grave. Je suis dessus. Oh. Non, mais Pourquoi? Parce que c'est toujours... Parce ça finit que- tous dans pardon. Non, soyons sérieux. Attends, moi, il y a plus pardon, Parlons il y a peu, pas- parlons on y va, vrai. on y va. Le corps médical est toujours stigmatisé. Mais allez-y ailleurs. Ouais, c'est pas mieux. Est-ce que c'est pas parce que c'est pas une question de vie, mais quand vous allez faire un document dans des administrations, Voilà. En fait, c'est le système entier. Administratif, Voilà. ça, c'est le système. vous allez faire un document dans l'administration, Ouais. Non, mais moi, je vais les gens ne sont pas pareils quand tu leur sors un billet que quand ils n'ont pas de Ouais, billet. ça, c'est vrai. Est-ce que c'est faux? Ça, c'est Non, vrai. c'est pas faux. Alors, mais il ne ici, faut ça pas parle de stigmatiser. vie. C'est Mais là, c'est la santé. vie de Ouais, C'est parce que quelqu'un. c'est la vie. Ouais. Mais donc, c'est un problème, je le redis, c'est un problème de société. C'est la société qu'il faut mettre en question pour que tout le monde ait les mêmes règles de conduite, que ce D'accord. soit à l'hôpital ou à je sais pas où. Il faut les former. C'est ça, il faut les former. Il faut former. Il faut les éduquer, il faut machin. former, il faut Alors, éduquer. on est à la fin de l'émission. On a fait 2 heures d'émission, mais malgré ça, on va finir. Il y a quoi à dire? Pour dire que c'est pas toutes les infirmières, il y a quelques-unes. Non, c'est ça. Non, là, on est obligé de dire et d'être Ben clair. oui, Ouais, Parce clair. qu'on reçoit tous les jours des gens qui décèdent. Malheureusement. Et comme ils l'ont dit, 99 peut être évité. En fait, c'est ça qui fait mal. Ça peut être évité. c'est- Alors que quand tu vas quelque part et que tu es accueilli avec un sourire, toi-même, tu es guéri déjà. Ouais. Parce que tout ça, c'est psychologique. Dans ta tête, Ouais. tu es contente. L'infirmière, elle est gentille. Tout se passe. Mais quand tu viens puis on te regarde mal, on t'insulte, on te fait. Elle a besoin d'en pause manger. Je t'ai dit, elle a la Couche pause même, on te nourriture. gifle même, on Je dit, te jure. Lève ton caleçon. Toi, couchez là-bas. Donc ça, je pense qu'effectivement, on doit vraiment se pencher dessus sur la formation de ces agents-là pour que tout le monde s'y mette et qu'on se dise effectivement, ça peut être ta sœur, ça peut être ton frère. Voilà. Merci beaucoup, professeur Lass. Vraiment, merci. On est très, très, très heureuse d'avoir été avec toi. Merci, professeur Bonny. Non. Merci beaucoup, les filles, pour ces 2 heures Il faut qu'on d'émission. revoie la société. Il faut qu'on revoie la Ouais. société. Je suis d'accord avec toi. On doit tous s'y mettre. Donc, voilà. Très bien, On merci doit beaucoup. pouvoir gagner la bataille. On va gagner cette bataille, Inch'Allah. On est dedans. On va se battre ensemble, nous tous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.